Bonjour tout le monde. Comme je le disais dans le premier épisode, je vous recommande de formuler vos idées. Écrivez-les ou enregistrez-vous. Mettez des mots sur ce que vous pensez. Vérifiez qu'ils ont bien pour les autres le sens que vous leur donnez. Vous serez peut-être amené à en trouver d'autres qui correspondent mieux à vos idées. Pour cela, pensez à utiliser l'onglet Synonymie sur le site du CNRTL. Je vous mets le lien en description. Ne cherchez pas à imposer votre terminologie sur des objets qui existent déjà, sauf si vous ambitionnez de devenir gourou. Le langage est un ensemble de conventions. Si on décide que tel objet s'appelle un Zorglub, on peut discuter sur cette base. On peut même créer un jargon. Si vos néologismes gagnent du terrain, ce sera un excellent outil de pouvoir. Si le nouveau sens que vous donnez à de vieux mots se répand, encore plus de pouvoir. En revanche, c'est peu compatible avec l'ouverture d'esprit et la recherche d'objectivité. L'esprit critique est l'un des moyens de chercher ce qui est vrai. Si on va toujours dans la même direction, c'est qu'on ne cherche pas ce qui est vrai, mais plutôt à confirmer cette orientation. C'est frappant quand on regarde les exemples donnés par certains zététiciens. Si on cherche vraiment, c'est-à-dire sans savoir à l'avance ce qu'on va trouver, on procède par élimination. Cela consiste à passer les idées au crible, au tamis. C'est le sens étymologique de l'esprit critique. Le premier tri se fait en éliminant ce qui est factuellement faux. Puis on élimine ce qui n'a pas de sens. On dégage aussi ce qui n'a rien à voir et ne devrait pas influer sur le raisonnement. En même temps, on s'assure de ne pas tout mélanger. On repère les concepts trop flous. On distingue discours descriptif, normatif, prédictif, etc. Et enfin, on essaie de ne pas être partial. On sélectionne ainsi ce qui est réel, logique, pertinent, rigoureux et honnête. Toutes ces composantes sont nécessaires. On peut être de bonne foi et tirer de mauvaises conclusions parce qu'on se base sur des infos qui sont fausses. Un raisonnement peut être parfaitement logique, mais biaisé par des concepts qui contiennent des présupposés. On peut aussi être aveuglé par ses sentiments. Dans cet épisode, je dresse un inventaire rapide des formulations trompeuses les plus courantes. Si vous n'êtes pas familier de la zététique, je vous recommande les listes d'arguments fallacieux que vous trouverez un peu partout. Je vous mets quelques liens en description. Même si les exemples choisis sont un peu orientés, ils vous permettront de comprendre de quoi il s'agit et en cela ils remplissent leur fonction. Si vous connaissez déjà un tas de procédés rhétoriques déloyaux et autres moisissures argumentatives, et si vous savez les débusquer dans le discours de vos adversaires, eh bien vous remarquerez que j'en souligne quelques-uns qui sont rarement identifiés en tant que tels, ainsi que la façon dont ils s'accumulent et se combinent, chacun servant de masque aux autres. J'ai choisi la plupart des exemples dans des conversations courantes, là où les gens n'ont pas du tout l'impression de philosopher, mais plutôt de manier des banalités et des évidences. Il est important de traquer le faux dans les circonstances où on ne réfléchit pas. C'est là qu'il peut s'immiscer et faire le plus de dégâts. Et il ne s'agit pas seulement de pointer les défauts et les entourloupes dans le discours d'autrui, mais de guetter sa propre tendance à commettre des erreurs ou à recourir à des justifications bidons. Contradiction, paradoxe, incohérence. Au risque de m'auto-citer, je reprends l'exemple d'un paradoxe antispéciste déjà présent dans une de mes vidéos. L'espèce ne doit pas être un critère pour déterminer les droits d'un individu. La chasse et la pêche devraient être interdites, mais l'interdiction ne s'appliquerait qu'aux humains. Raisonnement circulaire, tautologie. J'en ai assez qu'on ne me laisse jamais la parole. Je proteste contre cette censure. Je le répète, mon droit de m'exprimer est bafoué. Et si on cherche à me faire taire, c'est parce que je défends la liberté d'expression. C'est pourquoi je dois m'élever contre cette atteinte à mes droits fondamentaux, etc. Ce discours cumule raisonnement circulaire et paradoxe. Faux syllogisme, déduction erronée, non sequitur, effet Hatchoum, effet cigogne, corrélation arbitraire, raisonnement panglossien, je regroupe ici toutes les bévues qui concernent la causalité. Les génies sont souvent incompris. Je suis incompris, donc je suis un génie. Évidemment, personne ne le dit tel quel, c'est suggéré, enrobé, souvent accompagné d'une analogie douteuse avec Galilée.
À nous de le déceler et de vérifier s'il y a ou non une grande découverte. Les violeurs de Mazan sont des hommes ordinaires, donc les hommes ordinaires sont des violeurs. Autant dire, Socrate est mortel, donc tous les mortels s'appellent Socrate. Cette mère de famille a changé l'alimentation de son gamin autiste et elle a constaté d'énormes progrès. D'ailleurs, la plupart des autistes se nourrissent de hamburgers. C'est bien que l'autisme est lié à la malbouffe. Cette phrase est un festival. On a une corrélation arbitraire, voire une inférence arbitraire, précédée d'un coup de projecteur, ou preuve par l'anecdote, et d'une affirmation gratuite. En logique, un cas isolé peut démentir une affirmation en fournissant un contre-exemple. L'existence de l'ornithorynque prouve que tous les mammifères ne sont pas vivipares. En revanche, il ne peut justifier aucun énoncé général. Erreur d'interprétation des chiffres, erreur de calcul sur les pourcentages, non prise en compte de l'échantillon de référence, etc. J'ai un exemple qui n'est pas piqué des hannetons. Seul dans les bois, préférez-vous rencontrer un homme ou un ours ? Au cours des 4 dernières années, 7 femmes ont été tuées par des ours et 15 ont été attaquées et ont survécu. Voulez-vous connaître les statistiques de viols et féminicides commis par des hommes pour la même période ? Nous sommes plus en sécurité avec l'ours. Donc, 22 femmes, 7 plus 15, ont été attaquées par des ours. Mais combien sur la même période en ont rencontré sans avoir de problème avec eux ? Si on rapporte le nombre de viols et de féminicides au nombre de fois où le chemin d'une femme croise celui d'un homme, on trouvera peut-être que les attaques d'hommes sont moins fréquentes que les attaques d'ours. En tout cas, si tu es perdu dans la forêt, l'ours ne peut pas te ramener chez toi. Dans un registre différent, Le Monde, journal sérieux, titre « Féminicide, une femme est tuée par un proche toutes les 10 minutes ». Dans le monde, 85 000 femmes ont été tuées de manière intentionnelle en 2023, dont 60% par leur conjoint ou d'autres membres de leur famille. 60% de 85 000, ça fait 51 000. Mais le journaliste continue, elles sont donc au moins 85 000 femmes et jeunes filles à avoir perdu la vie en 2023, victimes de la violence de leurs proches et en raison de leur sexe. Les données ne prenaient pas en compte le mobile des meurtres. On se demande pourquoi ce besoin d'en rajouter et pourquoi une telle fascination pour les chiffres. L'argument d'autorité ou appel au maître à penser suppose que quelque chose est vrai ou valable parce que c'est un tel qui l'a dit. Robert Badinter était contre le droit à l'euthanasie, a-t-on pu lire dans La Croix ou Le Figaro. Autre exemple, l'appel d'une célébrité à voter pour ceci ou contre cela. Certes, une célébrité a le droit de s'engager, mais mon admiration pour elle ne justifie pas que j'adhère à ses opinions. Je mentionne au passage l'appel à l'origine ou à l'étymologie. L'appel au sacré, à une noble cause, à un intérêt supérieur, flou mais incontestable, indiscutable, la priorité des priorités. Il y va de notre honneur, c'est la volonté de Dieu, c'est bon pour la planète avec un P majuscule. Appel à l'usage, à la pratique majoritaire, locale ou exotique, traditionnelle ou nouvelle. Le fameux « ça ne se fait pas ». C'est dépassé ou c'est daté. Ou encore « on a toujours fait comme ça chez nous ». Ou au contraire, ça fait fureur au Japon. L'appel à la nature. Ce succès intarissable mériterait à lui seul des douzaines de vidéos. Il présuppose que la nature est forcément bonne. Comme dit l'adage, la nature fait bien les choses. Tu prends tous ces médicaments, c'est pas bon, tous ces produits chimiques, c'est pas naturel. Et puis il y a tous les défauts qui concernent la focalisation. L'arbre qui cache la forêt, le coup de projecteur, le biais de confirmation, l'effet tunnel, le cherry picking, le biais du survivant, la généralisation abusive et le cliché. Il y en a sûrement d'autres. Après la découverte du tombeau de Toutankhamon, une vingtaine de personnes liées à l'expédition sont mortes. C'est la malédiction du pharaon. L'appel aux émotions est rarement explicite. C'est donc une forme de manipulation. Appel à la pitié, à l'empathie, à l'attendrissement, à la sympathie. Après tout ce qu'il a souffert dans son enfance, on ne devrait pas le soupçonner. Appel à la crainte, à l'inquiétude, à la méfiance. Avec l'IA, les machines vont détruire l'homme. Appel à la culpabilité, à la honte. La névrose de l'enfant est le symptôme des parents.
Comment oses-tu faire la fête pendant que d'autres souffrent et manquent de tout? Ou encore, comment peux-tu acheter une bouteille en plastique alors que la planète se meurt? Appel au dégoût, au mépris. Quoi, tu veux voir le retour de Martin Guerre? Tu as vraiment envie de regarder un acteur qui a commis des agressions sexuelles? Ben non, je veux juste voir un film historique. Appel à la colère. Peine maximale, ne le laissez pas s'en tirer avec une tape sur les doigts. C'est le genre de clameur qu'on entend devant les tribunaux. Appel à la fierté. Souvent accompagné d'un faux dilemme ou d'un repoussoir, l'appel à la fierté est le principal ressort du discours complotiste qui sous-entend continuellement « ne soyez pas naïfs, ne vous laissez pas gruger ». Mais il n'y a pas qu'en politique. Tu ne vas tout de même pas laisser ta mère te dire ce que tu dois faire. Exception sans motif. Oui, mais pas dans ce cas-là. Je sais bien que tout le monde peut mentir, mais pas lui. Analogie douteuse. Je ne résiste pas au plaisir d'en citer 3, tirés de dialogues de films. Les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Michel Audiard. Ça mincit vachement le léopard. Est-ce que tu as déjà vu un léopard qui avait l'air gros? C'est dans Vilaine. L'éléphant mange des noix de coco. Et on ne peut pas dire que le cocotier soit son père. Ça, c'est du Pagnol. La pétition de principe, le présupposé, le postulat non dit sont les principales façons de mal formuler un sujet. Pendant l'un des procès de l'affaire Estrabot, l'avocat de la partie civile a dit « L'accusé n'a même pas demandé pardon à la famille de la victime. » Réponse de l'accusé « Comment je peux m'excuser si c'est pas moi qui l'ai tué ?» Il s'enferme dans le déni. Cette phrase suppose qu'il est l'auteur des faits. Ce que j'appelle le cheval de Troie, ce sont certains mots qui impliquent l'acceptation d'une doctrine ou d'une théorie, comme par exemple mécréant, hérétique, petit bourgeois ou enjuivé. Dans un registre plus actuel, détox, spéciste, anthropocène ou encore déconstruction. Concept trop flou, catégorie mal définie. Bon, presque toutes les catégories sont floues sur les bords, mais certaines reposent entièrement sur des critères contestables. D'autres sont carrément des fourre-tout, par exemple asiatiques. Amalgame, confusion, schématisation. Les hindous sont végétariens, j'ai un collègue hindou, il est végétarien. Non, tous les hindous ne sont pas végétariens, certains mangent de la viande. Ah bon? Donc si mon collègue est végétarien, ça n'a rien à voir avec sa religion? Je ne dis pas ça, beaucoup d'hindous estiment que leur religion leur impose ce régime, mais ça dépend de leur caste et aussi de leur interprétation de l'hindouisme. Glissement sémantique. Il y a peu de chances que ce champignon soit vénéneux, mais je préfère ne pas le manger. Tu vois, tu n'es pas toujours rationnel, tu considères que ce champignon est vénéneux, même si c'est peu probable. Pas du tout, mais je choisis le risque zéro, car heureusement j'ai autre chose à manger. Il y a d'abord les faits et leur probabilité, et ensuite la décision qui prend en compte plusieurs paramètres. Sous-entendu prescriptif dans un discours descriptif, ou l'inverse, confusion entre ce qui est et ce qu'on souhaite ou ce qu'on redoute, entre discours descriptif, normatif, prédictif ou autre. Par exemple, c'est une construction sociale, sous-entend, ça n'a pas lieu d'être et il faut que ça change. Autre exemple, la théorie darwinienne fait l'apologie de la sélection et de la compétition. Faux. Elle dit que la nature est sélective, elle ne dit pas que c'est bien. Mensonge, dissimulation, déni, omission d'éléments déterminants, affirmation gratuite, sans fondement. Exemple. La criminalité a augmenté de 61% depuis 2017, disait Brice Hortefeux. En fait, ce sont les plaintes pour viol et agressions sexuelles qui ont plus que doublé, les autres crimes et délits étant stables. Au Moyen-Âge, la nature n'était pas un bien marchand. Les animaux avaient des droits. Il y avait des procès entre humains et cochons dont le résultat était incertain, dit Sandrine Rousseau. Évidemment, c'est faux. Quelques truies ont été condamnées à mort pour s'être attaquées à des nourrissons. Cela rendait peut-être le drame plus acceptable. Réitération, redondance, martèlement, matraquage ad nauseam.
La publicité et la propagande pratiquent beaucoup le cumul d'infos visuelles et auditives, formules affichées en caractères gras et en couleurs vives en même temps qu'elles sont dites d'une voix forte. Faux dilemme, tout ou rien, repoussoir, choix binaire avec ou sans pente glissante, savonneuse. Si on ouvre une brèche, on ne pourra plus rien empêcher. Il faut donc maintenir l'interdiction absolue sous peine de dérive catastrophique. Écran de fumée, diversion, embrouille, art de noyer le poisson, répondre à côté de la question. D'abord, il faut savoir que... Et ceux qui prétendent le contraire, c'est dans le but de... Et de toute façon, la vraie question, c'est plutôt... Peu importe le contenu, c'est une façon d'éviter de prendre position clairement sur la question de fond. Renversement de la charge de la preuve, toute phrase qui se termine par « et je défie quiconque de me prouver le contraire ». Appel à l'ignorance, aplomb, culot, je vous conseille la récente vidéo de G. Milgram dont je vous mets le lien en description. Refus de tout avis divergent. Elsa Dorlin écrit « L'intersectionnalité, l'islamophobie, le genre, la race, le terme woke et même la déconstruction sont devenus des cibles, des stigmates. Ils apparaissent dans des slogans de campagne, des tribunes et des éditoriaux, font l'objet de débats parlementaires. » Eh bien oui quoi. Quand on fabrique des néologismes et qu'on utilise un lexique propre à un courant partisan et militant, c'est un peu normal de devoir affronter le désaccord. Les attaques déloyales. On connaît l'attaque personnelle ad hominem ou ad personam. Il se présente au municipal, mais peut-on faire confiance à un homme qui a trompé sa femme? Vous êtes plein aux as, alors vos idées sur la justice sociale, on s'en tape. Contrairement à ce que j'ai entendu dans certaines vidéos, il n'est pas déloyal de pointer une contradiction chez l'interlocuteur. Ce n'est pas une attaque personnelle si ça a un rapport avec le sujet. Moquerie, ironie, sarcasme, argumentum ad ridiculum. Ça consiste à rire en guise de réponse, éventuellement en répétant les propos de l'interlocuteur sur un ton interrogatif, dédaigneux ou caricatural. Face à un propos qui lui paraît scandaleux, débile, trompeur, injuste, indéfendable, un certain youtubeur, que j'aime bien par ailleurs, commence par hocher la tête d'un air consterné ou encore par se transformer en emoji bouche bée et le caméraman vient lui refermer la mâchoire. C'est drôle, mais ce n'est pas un argument. Caricature, diabolisation, épouvantail ou homme de paille, mais attention, en français, cette expression désigne un prête-nom. Le procédé vise à discréditer, il est souvent associé au faux dilemme et à la pente glissante. Il consiste à exagérer les défauts de l'adversaire, à déformer ses propos pour les rendre inacceptables. Attention, si on reprend des propos excessifs ou provocateurs en les citant et en les replaçant dans leur contexte, ce n'est pas un épouvantail. La paille et la poutre, ça consiste à pointer un défaut que l'on a soi-même en beaucoup plus fort. Dans un article qui dénonce l'appropriation culturelle, un universitaire fustige Madonna pour avoir porté une tenue berbère et Jamie Oliver pour sa recette de riz à la jamaïcaine. Quant à lui, il gagne sa vie en parlant de minorités opprimées dont il ne fait pas partie. Mais il mentionne avoir donné la parole à une juriste rome dans un dossier qu'il a publié dans un numéro d'une revue de sociologie. Étiquetage réducteur. Pas étonnant que tu vois les choses comme ça. Tu es fonctionnaire. Les jeunes, vous connaissez pas la valeur des choses. Ah, vous n'êtes ni de droite ni de gauche, donc vous êtes extrême centre? Ben non, non plus. C'est aussi un faux trilemme. L'étiquetage n'avance à rien. Au lieu de dire « cette idée est extrémiste », dites « en quoi c'est une mauvaise idée ». Insulte, injure. Dans une vidéo récente, Assermendax disait « quand on dit de la merde, il faut supporter la critique ». Dans tous les cas, en fait. Et je ne peux que citer le slogan « Men are trash », les hommes sont des ordures, qui, en 3 mots, cumule insulte, généralisation sexiste, concept flou, et tout ça au culot. Refus du débat d'idées. On se souvient du fameux « taisez-vous El Kabash ». En beaucoup moins drôle, il y a la censure, qu'elle soit institutionnelle ou sous forme de cancel culture. Le procès d'intention peut prendre différentes formes. L'accusation d'offense. Vous me demandez des preuves. Vous osez donc mettre ma parole en doute. Le soupçon d'intérêt égoïste. Le déshonneur par association. Tu ne peux pas dire ça. Cet argument a été utilisé par Zemmour. Bah, peut-être, mais il n'en est pas propriétaire et je n'en fais pas le même usage. C'est comme un argument d'autorité, mais à l'envers.
tel énoncé est faux puisque c'est un tel qui l'a dit. Dans une discussion, les phrases festivales sont malheureusement les plus efficaces, car même si tu as repéré les différents aspects de l'arnaque mentale, tu ne peux pas répondre à tous en même temps. En conclusion, je vais vous parler de ce que j'appelle la rhétorique du pizzaiolo, en référence aux acrobaties que l'on peut réaliser avec une pâte à pizza, avec une certaine dextérité. Les zététiciens considéreront qu'il s'agit d'un écran de fumée, mais niveau expert. Je vous en donne la recette. Partir d'une idée consensuelle, la reformuler de façon à ce qu'elle s'applique un peu au-delà de ce qui est communément admis. La tirer comme un élastique à la limite de ce qui semble admissible, faire sentir à l'auditoire qu'il doit accepter cette extension sous peine d'incohérence. Étayer son propos par plusieurs béquilles, selon le cas, appel à l'usage, au sentiment, à une autorité, etc. C'est du millefeuille argumentatif où la quantité remplace la qualité. Utiliser ce cas limite comme nouveau point d'ancrage ne pouvant plus être remis en question. Faire entrer en jeu une autre idée non discutable, la mettre en relation avec le point précédemment acquis, étirer à nouveau l'énoncé afin qu'il couvre des domaines d'application n'ayant plus aucun rapport avec le point de départ. Cela évite que la thèse attache. Une fois démoulée, elle pourra contredire le postulat de départ sans que ce soit flagrant. Maintenir la pression en établissant à chaque étape un lien de cohérence. Ne laisser aucune échappatoire possible. Exiger des réponses binaires où l'absence de non vaut oui. Et surtout, enchaîner les idées prestement. Avec cette méthode, on peut démontrer absolument n'importe quoi. C'est du boniment de foire. Mais pour le pizzaiolo, l'essentiel est de faire progresser son idée dans la fenêtre d'Overton. On peut ainsi diffuser des positions aberrantes dans le seul but de faire paraître modérées des idées qui jusque-là semblaient extrémistes ou extravagantes. C'est une sorte de marchandage avec l'opinion publique. Mais il y a un risque que ça provoque un retour de manivelle. Quoi qu'il en soit, il faut être vigilant. Les affirmations infondées doivent être écartées, même si elles ont l'air sympas et inoffensives.